Bonjour Thomas Olotte. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, vous êtes l'auteur de Sale Flic, un ouvrage que vous avez rédigé avec Philippe Engels et qui sort ces jours-ci aux éditions Kennes. L'affaire Adil, le décès d'un jeune homme poursuivi par la police. Vous y consacrez un gros chapitre dans ce livre. Ça commence dans les petites rues d'Anderlecht, ça se termine tragiquement le long du canal. C'est un accident ou on peut en douter ? En tout cas, il y a des zones d'ombre, notamment sur la question est-ce que les policiers qui ont fait un accident avec Adil, est-ce qu'ils ont fait barrage? Ça, c'est une grande question, c'est une des zones d'ombre dont on discute dans le livre. Il y a aussi la pertinence de l'usage de la force, donc de l'usage de la course-poursuite prioritaire. Il y a beaucoup de conditions à cet usage de la force, il est très réglementé. Ouais. Cette question du barrage, elle est importante, parce que si c'est un barrage, ça veut dire qu'il y a une volonté intentionnelle de bloquer le scooter. Voilà. S'il n'y a pas eu l'intention de faire barrage, on peut conclure qu'en revanche, c'est un accident de roulage aux conséquences dramatiques, mais juste un accident de roulage. Ça pourrait, mais oui, voilà, il y a ça, mais il y a aussi le fait qu'il y ait eu course-poursuite prioritaire. Est-ce que c'était raisonnable? Est-ce que c'était proportionné? Voilà, tout ça, c'est des choses qui sont réglementées par le code de police. Et donc, même sans barrage, il y a des questions qui doivent être répondues, je pense. Ouais, dans l'enquête que vous avez menée, vous pointez un certain nombre d'incohérences, des témoignages qui ont parfois changé, des images de vidéosurveillance qui sont parfois manquantes, qu'une des voitures de police semble arriver à très vive allure alors qu'elle prétendait avoir été distancée par Adil. Vous avez un doute, vous ? Comme je dis, il y a des zones d'ombre, donc je pense que c'est pour ça que ce serait bien que la justice fasse un procès, qu'il y ait un procès public. Je pense qu'aussi le cas d'Adil, c'est un cas qui est symbolique. Il y a eu d'autres courses-poursuites qui sont terminées par la mort ou par des violences, et que du coup, il y a beaucoup il y a une partie de la population qui se sent représentée, en tout cas par Adil, et qui se dit que ça aurait pu être eux, et pour ça, un procès public est symbolique et important, je pense. Ouais. Est-ce que vous avez pu rencontrer les policiers, interroger les policiers qui sont mis en cause dans cette affaire en écrivant ce livre? On n'a pas rencontré directement les policiers mis en cause dans cette affaire, mais on a rencontré d'autres policiers qui sont de près ou de loin liés à l'affaire, ainsi que l'entourage de la victime, des avocats, etc. Ouais. C'est pas un livre à charge contre la police que vous avez écrit? C'est important de le dire, parce que c'est vrai que le titre pourrait faire penser le contraire. Donc Sale Flic, un point de départ d'une certaine méfiance de la population, en tout cas d'une partie de la population, un point de départ, et de là, on essaie de comprendre ce qui ne va pas, qu'est-ce qui dysfonctionne dans l'institution, et essayer de voir par où aller, en tout cas. Ouais. Alors, on va rappeler le contexte de l'affaire Adil, parce qu'il est important. On est en avril 2020, c'est le Covid. Ça veut dire qu'il y a aussi à ce moment-là une crispation entre une partie de la population et la police, et en particulier dans des quartiers du nord de Bruxelles. C'est clair qu'on se rappelle tous, donc on parle de avril 2020, le 10 avril 2020. Il n'y a pas encore de couvre-feu, mais c'est vraiment le confinement. On peut plus s'asseoir sur des bancs, on peut plus trop zoner. Évidemment, c'est plus difficile de le faire dans des quartiers plus populaires, avec des appartements plus petits. Le foyer, la rue reste, on va dire, une extension du foyer. Et du coup, c'est plus difficile de se confiner là que par exemple à Woluwe ou en Wallonie. Ouais. Et du coup, il y a eu une crispation parce qu'il y a eu plus de contrôle, il y a eu une tension qui a augmenté, une méfiance des deux côtés, et c'était le point de départ de la course-poursuite. Ouais. Donc votre livre, il retrace la difficulté des relations entre les citoyens et la police, et en particulier des plus jeunes des citoyens. Est-ce qu'on sait pourquoi les policiers voulaient contrôler Adil ou pas? Est-ce que c'est clair? À la base, c'était un contrôle Covid. C'est un contrôle Covid, et Adil a refusé d'obtempérer. Donc le motif passe du contrôle Covid au refus d'obtempérer. Et que c'est pour ça que si on refuse d'obtempérer, c'est que on doit cacher quelque chose, il y a quelque chose de suspect. Maintenant, le refus d'obtempérer, c'est pas un délit qui mérite, en tout cas on peut se poser la question, est-ce que c'est un délit qui mérite de mettre en danger la vie d'autrui? En France notamment, c'est pas le cas, c'est très réglementé, on peut pas faire des courses-poursuites en commande prioritaire pour avoir refusé de se soumettre à l'autorité. Est-ce que vous êtes en train de sous-entendre, Thomas Olotte, que rien que pour ça il faudrait qu'il y ait un procès, et qu'il y ait une forme de laxisme ou de laisser-faire vis-à-vis des méthodes de la police en Belgique? C'est ça que vous êtes en train de nous dire? Ces mots-là sont forts, mais oui, je pense que c'est pas la première fois qu'il y a des morts liées à des courses-poursuites
poursuite. Quand on lit votre livre, d'ailleurs, c'est assez saisissant parce que chapitre après chapitre, on a quand même Adil, mais d'autres affaires qui reviennent un petit peu à chaque fois avec le même modus operandi. Bien sûr, notamment Sabrina et Wassim qui sont morts il y a déjà 6 ans. D'ailleurs, un procès vient d'être... il va avoir procès 6 ans après, on le sait enfin. C'était 2 jeunes qui étaient en moto, qui sont à la base contrôlés pour des chaussures qui n'étaient pas aux normes. Je pense qu'il y avait un casque qui manquait. Et ça s'est fini à plus de 120 à l'heure dans les tunnels de l'avenue Louise, et par un barrage, et par la mort de 2 jeunes qui étaient dans la vingtaine. Ouais, donc une affaire relativement similaire. Après la mort d'Adil, il y a des rassemblements qui vont suivre, avec des affrontements très violents entre les jeunes et la police. Il y a un procès, il a débuté hier. Il y a un moment assez saisissant que vous racontez dans votre livre, c'est qu'il n'y a pas le premier soir, mais dans les soirs qui vont suivre, il y a un rassemblement relativement pacifique, en tout cas annoncé comme pacifique, qui va être plus ou moins organisé, encadré par des ASBL. Ça aurait dû bien se passer, finalement, ça n'a pas bien se passer. Qu'est-ce qui s'est joué à ce moment-là? C'est pas dans les jours qui suivent. Là, on est en novembre 2020. Le parquet trace un réquisitoire de non-lieu. Certains médias disent il y a non-lieu dans l'affaire Adil. En tout cas, c'est comme ça que c'est compris par la population. Et là, du coup, tension à nouveau. Et le bourgmestre d'Anderlecht a peur que ça dérape, comme ça a dérapé dans les jours qui ont suivi la mort d'Adil. Du coup, donc des ASBL sont invités à participer au rassemblement pour encadrer. Il y a un accord avec la police pour dire on va calmer les choses et on va pas intervenir tant que ça dérape pas. Il faut rappeler qu'on est toujours en période de Covid. Finalement, à la surprise de tout le monde, notamment des ASBL qui étaient présentes, il y a un changement de décision de la part de la police. Tout le monde, en tout cas en majorité, sont embarqués avec de fortes violences. Contre les consignes du bourgmestre Fabrice Kums. Ça veut dire que là, il y a eu aussi des tensions qui n'étaient pas utiles? C'est le sentiment que donne la lecture de votre chapitre. Je pense clairement, surtout qu'au final, les personnes présentes à ce rassemblement étaient, on va dire, des gens aux valeurs qui avaient envie, qui venaient d'un peu partout. Il n'y avait pas de violence commise. Il n'y avait pas de violence commise et c'était très calme. Moi, j'étais présent, c'était très calme et donc il y a eu une tension qui n'était pas nécessaire et qui traduit aussi de la crispation qu'il y avait à cette époque entre la police et la population. Les jeunes d'Anderlecht ou d'ailleurs, c'est normal qu'ils s'identifient à Adil? Je pense, oui, je pense, parce que quand on est une personne racisée, on se sent suspecté en tout cas, et on a l'impression que quand on est un jeune Marocain comme Adil par exemple, on est forcément suspect, et du coup on a tendance à courir, et la police court derrière ceux qui courent, et au final... ça termine parfois par un drame comme ce qui s'est passé avec Adil. Ouais, et je vous pose la question inverse. Quand on est policier, c'est normal qu'on s'identifie aux policiers qui sont parfois mis en cause dans l'affaire d'Adil ou dans d'autres? Je ne sais pas. Je suis pas sûr en fait, parce que nous on a parlé à pas mal de policiers qui en fait se sentent... qui détestent les policiers qui abusent de violence. Ici, on verra si c'est le cas, mais qui abusent de violence parce qu'en fait, ça nuit à leur réputation et à leur métier. Et certains nous ont dit, voilà, ceux-là, je les déteste, en fait. Ouais. Alors, vous racontez donc l'affaire Adil dans ce livre, vous racontez d'autres faits divers. C'est toujours un petit peu la même logique, dérapage, la police qui ne dit pas tout, qui présente des versions qui ne sont pas celles qui correspondraient tout à fait à la réalité, et la justice qui couvre systématiquement les policiers, ou je caricature? Couvrir, je sais pas, mais en tout cas, le chemin de la justice est très sinueux, tellement sinueux que la majorité des victimes de violences policières se découragent, n'ont plus l'argent, n'y comprennent plus rien et se sentent en effet se battre contre le mur de pierre contre le pot de fer. Exactement. Ouais. Donc il y a un peu de ça. Une dernière question, vous allez suivre les débats de la Chambre du Conseil ce matin et le procès des émeutiers qui a commencé depuis hier ou pas? Oui, bien sûr. Ce sera l'objet d'un deuxième bouquin? On verra, j'espère. Merci Thomas Hollotte, merci d'avoir été avec nous. Ça s'appelle Sale Flic, donc pour cette enquête que vous co-signez avec Philippe Engels. C'est paru aux éditions Kennes.